Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Yann Hamon. Il est co-secrétaire du groupe local Les Écologistes Baie de Saint-Brieuc et il est en direct avec nous ce matin. Merci d'être venu au micro de la matinale. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs. Alors on va parler de beaucoup de choses ce matin. On va parler d'écologie, d'environnement, mais l'actualité est là, j'allais presque dire, elle nous a rattrapés, puisque finalement, les élections américaines ont eu lieu. C'est Donald Trump qui va présider aux destinées des États-Unis d'Amérique, 47e président. Il sera investi en janvier. J'ai presque envie de vous demander, mais je connais presque aussi la réponse. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour l'environnement, pour l'écologie plus largement ? Non, pour l'environnement et pour l'écologie et pour la lutte contre le réchauffement climatique, le mot exact, c'est un désastre. Voilà. Donald Trump a déjà annoncé son intention de sortir de l'accord de Paris. Il prétend qu'il va se mettre à forer comme un malade. Voilà, ce sont ses termes. On a déjà actuellement des réserves de fossiles qu'on n'est pas censé consommer entièrement si on veut respecter le cadre des accords de Paris. Et là, on propose d'aller faire des forages en plus dans l'Arctique. Donc on va perdre entre 4 et peut-être 10 ans, selon l'ampleur des projets qui sont lancés, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Or, si on voit ce qui s'est passé, par exemple, il y a quelques jours à Valence, on voit bien qu'on n'est pas en situation de se permettre ce genre de choses. Donc moi, le mot que j'ai envie de dire, surtout aux jeunes générations, c'est courage. Parce que malheureusement, on sait que là, ça va tanguer et il va falloir que l'Europe se mette au niveau et reprenne absolument le lead sur la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que là, au moins pour toute la durée de l'administration de Trump, et malheureusement, il risque d'y avoir des conséquences par la suite en plus, on va perdre du temps et on risque de perdre cette bataille qui est quand même le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Donc là, courage à tous et on va lutter et on va faire en Europe tout ce qu'on peut, mais il va falloir aussi que la jeunesse américaine s'empare du sujet et rétablisse un peu les choses. Alors l'avantage avec les États-Unis, c'est que c'est quand même un État fédéral, et donc c'est pas parce que au niveau de Washington des mauvaises décisions seront prises que les États ne feront pas des efforts. Donc on a déjà des États qui se sont engagés dans une transition écologique un peu plus importante. Bon, les États-Unis sont quand même très en retard avec un modèle très très compliqué, avec l'extension du pays, avec le recours systématique à l'avion, donc ils devraient être plutôt en train d'accélérer. Malheureusement, quand on est lié à un climato-sceptique, on peut s'attendre à des conséquences très graves. Donc, courage. Voilà, le mot qu'on va retenir, c'est courage. Il y a cette position, évidemment, de Donald Trump, vous l'avez dit, Yann Hamon, de climato-scepticisme, alors que effectivement, un peu partout dans le monde, et on l'a vu très proche de nous, en Espagne, vous y faisiez référence, ces conséquences graves du changement climatique, mais ça a eu lieu également en Europe de l'Est il y a quelques mois. Comment arriver néanmoins à peser, on parlait de l'Europe, on parlait de la jeunesse, comment arriver à peser politiquement finalement pour espérer infléchir, je ne sais pas si c'est très optimiste, mais pour essayer d'infléchir la politique que pourrait conduire Donald Trump qui est contre les accords de Paris, il veut en sortir également. Alors l'Europe, c'est un marché de 500 millions de consommateurs, faut pas oublier ça. Donc l'Europe de toute façon a la possibilité, avec le Green Deal européen, on voit que ça fonctionne en partie. On voit d'ailleurs déjà des conséquences sur nos fournisseurs, parce que la Chine est en avance sur la baisse de ses émissions. Les émissions ont baissé déjà l'année dernière en Chine, alors que normalement, ils devaient atteindre leur pic plutôt aux alentours de 2030. Donc il y a aussi des signes positifs. C'est très important que les Européens puissent peser collectivement, parce qu'il ne s'agit pas de dire que la France seule va faire quelque chose, mais collectivement, l'Europe a un rôle très important à jouer. Alors de là à infléchir la politique de Donald Trump, je ne sais pas. Mais au moins, pour que le reste du monde s'engage dans quelque chose de cohérent, il faut aussi que le marché européen, typiquement, nous on propose
d'avoir des taxes carbone aux frontières de l'UE pour que nos fournisseurs soient engagés à faire des efforts. Il s'agit aussi de relocaliser une partie de notre industrie, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir contrôler la manière dont sont produits ce qu'on consomme au niveau européen, parce que c'est ça, hein. Délocaliser notre pollution en Chine, ça n'avance à rien. Donc il faut aussi que nous, on travaille sur les process. Bon, l'industrie s'est lancée là-dedans. On voit par exemple que l'industrie automobile ne cherche plus maintenant à repousser la date de 2035. Ils sont partis vers la conversion vers l'électrique. Avec des difficultés sociales qui vont avec. Avec des difficultés sociales, de toute façon, on est dans une période de transition, donc ça veut dire que certaines industries vont avoir des difficultés, que d'autres vont se créer. Il s'agit aussi, en relocalisant, il faut refaire de l'Europe une puissance industrielle, mais avec une industrie qui corresponde aux enjeux de la transition écologique du XXIe siècle. Alors, l'Europe, c'est aussi la défense. Alors, je sais que c'est pas toujours le cœur de cible des écologistes, mais le fait est que Donald Trump a décidé aussi de s'écarter de l'OTAN en disant soit vous payez, on vous défend, soit vous payez pas et vous vous débrouillez. Le mot était un peu plus sévère. Est-ce que demain, l'Europe va devoir devenir adulte aussi, autant en termes d'environnement et de défense de l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique, qu'en matière de défense aussi, se protéger finalement? Non, mais les écologistes plaident depuis longtemps pour qu'il y ait une défense qui soit au niveau européen. Et effectivement, on risque là d'être en tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Là encore, nous sommes 500 millions d'Européens, il y a 130 millions de Russes. Nous avons les moyens... Même si ce sera peut-être difficile d'apporter tout le soutien à l'Ukraine au niveau que l'on fait les États-Unis, ça, je pense que parmi les gens qui vont avoir besoin de beaucoup de courage, il y a les Ukrainiens, il y a les Palestiniens, enfin, il y a plein de choses au niveau international qui Donald Trump veut arrêter les guerres. Il veut arrêter les guerres, hein. C'est ce qu'il a dit. Alors voilà, on va observer évidemment. Il veut donner 20% du territoire ukrainien à la Russie, quoi. Donc est-ce que c'est la solution? Est-ce que ça va nous protéger en Europe, nous, de céder aux guerres de territoire de Vladimir Poutine? C'est quand même pas certain. Ce qui est certain, c'est que nous avons effectivement maintenant la certitude que l'allié américain ne sera pas toujours derrière nous et qu'il faut que l'Europe prenne ses responsabilités, y compris malheureusement en matière de défense. On aurait pu espérer investir entièrement dans la transition écologique. Il faudra aussi consacrer sans doute un effort à la défense. Alors il y a eu un plan, Mario Draghi avait proposé il y a peu de temps un plan de transition qui soit à la hauteur de ce qu'ont fait les États-Unis, avec un investissement de 800 milliards de dollars porté par la BCE et l'Union européenne. Voilà, dans ce plan-là, il y a une grande partie qui devrait être consacrée, bien sûr, à la transition écologique, parce que ça, c'est un défi mondial sur lequel il faut absolument qu'on accélère. On peut pas reculer. Et voilà, c'est absolument impossible de reculer. Il y aura peut-être des crédits à consacrer aussi à la défense européenne. La France, c'est pas vraiment le problème. C'est-à-dire que nous avons une défense nationale haut niveau. Certains de nos partenaires ont fait d'autres choix et c'est ça qui peut nous mettre en difficulté. Il y a aussi des armées très conséquentes en Pologne. Enfin, l'Europe n'est pas non plus sans défense. Avec peut-être le retour du service militaire en Allemagne. On peut imaginer que ça revienne ici aussi en France, le service militaire, voilà, pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas connu. Ouais, alors là, je pense qu'on n'est pas dans quelque chose qui soit forcément très efficace. Le choix d'avoir plutôt une armée de métier, c'est un choix moderne. On ne va pas être favorable au retour d'un service militaire. Bon, déjà, la façon dont on a envisagé le service national universel et le coût exorbitant que ça a pour une faible efficacité, il faut quand même réfléchir de manière plus pragmatique. Ça dénote quand même une sorte de fébrilité de certains pays européens, de peur peut-être face à l'avenir, face évidemment aux voisins russes. C'est-à-dire qu'il faut prendre la question au sérieux, évidemment, et que le désengagement américain et la possibilité, même si on n'y est pas, d'un désengagement de l'OTAN, nous met face à un certain nombre de responsabilités. Maintenant, il faut aussi peser les choses, voir la difficulté que Vladimir Poutine connaît et son armée en Ukraine. Soyons prudents, mettons-nous au niveau, mais ne soyons pas non plus en panique. Voilà, il faut savoir raison garder. Il y a aussi tout un volet sociétal aux États-Unis. Donald Trump est conservateur. On peut imaginer que demain, les États-Unis sont un pays fracturé. On a aussi nos propres fractures ici en France, fracture sociétale. On peut imaginer que demain, on est
allez, j'allais dire le même glissement pour prendre un terme pudique en France, c'est-à-dire qu'on va arriver en 2027, pour faire clair, peut-être un gouvernement plus conservateur, plus populiste. Ça peut arriver, ça fait partie des inquiétudes aujourd'hui. Le glissement, on le voit déjà à l'œuvre, on l'a vu aux européennes. C'est très clair, il ne faut pas se tromper. Le Rassemblement national, alors il y a une sorte de stratégie de la cravate et il y a moins d'outrance et peut-être moins de talent d'une certaine façon que dans l'outrance débridée que Trump. Mais le fond de sauce, c'est le même, c'est-à-dire qu'on a du climato-scepticisme, on a un rejet de tous les problèmes sur les immigrés. Donc la différence, elle est pas criante. Il y a quand même beaucoup de points communs. On a d'ailleurs des gens à l'extrême droite qui se félicitent. Éric Ciotti, par exemple, Jordan Bardella, je crois, clairement de l'élection de Trump. On a eu les mêmes questions autour du Covid, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une sphère comme ça qui fait beaucoup de mal sur les réseaux sociaux, où on a des gens qui étaient spécialistes des vaccins, qui sont devenus spécialistes du climato-scepticisme et qui sont assez manifestement pro-Poutine. Cet axe-là, on le retrouve chez Trump, on le retrouve aussi en France avec le Rassemblement national. Alors donc il y a un risque. Maintenant, on voit bien que la réponse, elle va venir de la gauche. C'est-à-dire que le macronisme est usé jusqu'à la corde. On voit que dans quelle difficulté se débat le socle commun qui n'existe pas en fait de Michel Barnier. Ça veut dire que nous, à gauche et chez les écologistes, on a vraiment une responsabilité pour construire une réponse dans l'unité qui soit à la hauteur, une réponse crédible, une réponse évidemment à l'échelle européenne et avec une gauche très investie sur l'Europe, parce que on voit bien que les questions ne vont pas se régler uniquement au niveau national, aussi bien les questions économiques que les questions d'environnement, évidemment. Donc on a un travail à faire dans l'unité, et voilà, c'est pas facile, mais il faut absolument qu'on y arrive. Avec un volet social, on a vu aux États-Unis que c'était beaucoup les campagnes qui avaient voté pour Donald Trump, campagnes qui se sentent abandonnées là-bas aussi. Nous ici, lorsque l'on regarde un petit peu la sociologie des élections et des électeurs, souvent ce qui revient, c'est voilà, on habite en campagne, on est abandonné, on n'a plus de services publics, voilà, il y a une forme de déclassement. Si on se tourne du côté des métropoles, souvent c'est la sécurité qui est mise en avant. Il va falloir s'emparer de tous ces sujets-là, il y en a beaucoup. C'est un véritable pari pour la gauche française. Mais c'est très très clair. Là, nous avons une réponse à apporter, et nous avons des réponses qui doivent porter sur le quotidien des gens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le fantasme d'une extrême droite qui serait plus proche des gens, alors qu'à gauche, en fait, nous sommes sur les territoires avec nos élus locaux, nous travaillons sans cesse à l'amélioration de la sécurité. Alors on n'est pas aidé par le gouvernement, il faut être clair, là, avec toutes les coupes budgétaires. Donc on va sans doute avoir des situations très difficiles pour tous nos élus locaux. Parce qu'il faut rembourser la dette en même temps, c'est ça l'équation finalement. Parce qu'en gros là, il y a une espèce de tour de passe-passe du gouvernement qui ne veut pas augmenter les impôts, mais qui aimerait que qui coupe les budgets des communes pour les forcer, elles, à augmenter les impôts locaux. Donc ça c'est absolument inacceptable. Mais évidemment, il faut parler du quotidien des gens. On ne s'en sortira pas en parlant uniquement des valeurs. C'est un discours qui ne fonctionne plus. Dire simplement que Marine Le Pen est fasciste et espérer qu'il y aura un barrage, ça ne marchera pas en 2027. Il faut qu'à gauche, on soit capable de poser notre projet sur tous les thèmes, évidemment sur le pouvoir d'achat, évidemment sur la question de l'accès aux services publics, mais aussi sur les questions de sécurité, parce qu'on a des réponses à gauche sur le narcotrafic qui sont sans doute plus intelligentes et plus abouties que celles qui sont données par l'extrême droite. On voit bien là, Monsieur Retailleau qui joue des muscles, mais c'est toujours uniquement dans la parole. C'est comme la période Sarkozy où on avait on va passer la racaille au Karcher ou je ne sais plus quoi, mais finalement on supprime des postes et on se retrouve avec on arrête la police de proximité et on se retrouve dans une situation pire qu'avant. Donc à gauche on a des choses à dire sur ces sujets, il faut absolument qu'on s'en empare. On ne pourra pas réunir plus de la majorité des Français en allant uniquement sur la question des valeurs et en dénonçant simplement, en étant simplement contre le projet de Marine Le Pen. Ça ne suffira pas, il faudra vraiment qu'on porte, nous, une réponse crédible sur tous les enjeux du quotidien. Avec, je le disais, une France fracturée sur les questions d'environnement, on le voit, l'actualité nous le rappelle. On a vu cette tribune de Marine Tondelier autour des... Alors, je mets sanction, en tout cas un amendement, non pas un abonnement, un amendement qui est proposé par la droite, par LR, et Corentin Le Fur, qui est le député de
de la circonscription Lamballe-Loudéac, qui reprend un amendement qui avait été déposé en son temps par son père pour... Alors, vous allez me donner les précisions, mais en tout cas pour surtaxer l'association L214 qui intervient souvent pour dénoncer des abus dans des élevages. Voilà, alors il ne nous appartient pas ici de dire si c'est bien ou pas bien, mais est-ce que c'est juste ou pas juste justement de vouloir taxer cette association ? En fait, la proposition de Corentin Le Fur, c'est de dire que des associations qui feraient des intrusions dans les élevages, des intrusions illégales dans les élevages, ne bénéficieraient plus de la défiscalisation des dons. Alors ça, c'est une manière de museler les lanceurs d'alerte qui est absolument scandaleuse. S'il y a des actions illégales de certains membres d'une association, ça peut arriver qu'elles soient poursuivies en justice. Bon, c'est à la justice de faire son travail. C'est pas l'ensemble de l'association qui doit être ciblé. Parce qu'à ce moment-là, quand on a des incidents en marge de manifestations agricoles, est-ce qu'on va dire on coupe toutes les subventions à la FNSEA ? Je suis pas certain là que Corentin Le Fur veuille aller sur ce sujet. Il faut pas tout mélanger. L214, on le sait, a fait un travail très important contre la souffrance animale, contre la maltraitance animale, en dénonçant des conditions scandaleuses dans certains élevages. Je pense que beaucoup de Français ont vu ou en tout cas ont entendu parler de ces vidéos et que ça a un rôle. Elles sont très choquantes. Mais évidemment, il faut aussi parfois rappeler ce que c'est l'exploitation animale et pointer ceux qui sont dans des dérives complètement insupportables. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de totalement inhumain sur certains reportages, il faut bien s'en rendre compte. Donc, criminaliser L214, vouloir étouffer les lanceurs d'alerte, c'est vraiment quelque chose contre lequel les écologistes seront toujours opposés. On est pour l'expression libre, évidemment. Bien sûr, s'il y a des choses qui sont illégales, ça reste à démontrer, mais s'il y a des choses qui sont illégales, elles sont poursuivies, mais l'action d'un membre ne peut pas rejaillir sur l'ensemble de l'association. Là, on est dans une dérive un peu illibérale, c'est les mots qu'a employé Marine Tondelier en co-signant ce communiqué avec les écologistes de la baie de Saint-Brieuc, et on la remercie pour son intervention. Voilà, alors sachant que L214 a aussi fait ressortir, ça peut être plus surprenant, une forme de malaise, de misère agricole. On a des agriculteurs qui ont laissé parfois, des éleveurs, leur élevage en l'état et avec la souffrance animale qui va avec, parce qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir, ils étaient au bout d'un système. Les éleveurs, nous, de toute façon, on est très souvent du côté des agriculteurs et des éleveurs, et les éleveurs, ils sont victimes, bien évidemment, d'un système agro-industriel et d'une politique agricole, même au niveau européen, qui les contraint à de plus en plus d'intensification et à des conditions de travail de plus en plus difficiles. Il y a un énorme plan social dans l'agriculture, il n'est pas de la faute des écologistes, hein. Il est mené par la politique de concentration industrielle, et on voit les conséquences que ça a, nous, sur nos rivages, par exemple. Alors justement, vous me donnez une transition toute faite. On a pu lire dans la presse ces derniers jours que 4 sangliers à nouveau étaient morts dans la baie de Saint-Brieuc. Alors, il y a une polémique. Est-ce que ce sont les algues vertes qui les ont asphyxiés, finalement, ou est-ce que c'est autre chose? Ça fait suite à encore plusieurs sangliers qui, ces temps derniers, on l'a vu là aussi au gré de la presse, sont morts comme ça dans cette baie de Saint-Brieuc et toujours près de ces algues vertes. Il y a vraiment urgence à un moment à prendre le taureau par les cornes, si j'ose dire. Alors, il y a urgence à agir sur le sujet. Il y a déjà une question là de transparence qui doit être réglée au plus vite. Nous, on sera au soutien d'André Olivreau pour les défenses de victimes des marées vertes et de Yves-Marie Lelay. André Olivreau, on va préciser pour nos auditeurs, il est venu déjà en micro, qui s'est impliqué depuis des dizaines d'années sur cette cause. Oui, c'est ça. Et on a des associations là qui demandent de la transparence sur ce qui se passe quand même en baie d'Illion, parce qu'on retrouve régulièrement en baie d'Illion des sangliers morts, on retrouve des chiens morts, on retrouve... on a eu malheureusement le décès de Jean-René Offray, le jogger, il y a quelques années. Et puis, avec les algues vertes, produisent de l'hydrogène sulfuré, et la décomposition des corps produit aussi de l'hydrogène sulfuré, ce qui fait que quand les autopsies sont pas faites très rapidement, on arrive à un résultat, on nous dit oui, on peut pas prouver qu'il s'agit bien des algues vertes. Bon, alors qu'on nous donne d'autres explications, si c'est pas ça, qui soient crédibles, et pourquoi on a autant de décès d'animaux, et même malheureusement d'humains,
en baie d'Ilion. C'est trop facile de répondre, c'est pas prouvé que c'est les algues vertes, comme le fait la mer d'Ilion, pour essayer de la mer actuelle, et puis le maire précédent était sur le même type de ligne. Dire systématiquement, voilà, on peut pas le prouver sans pouvoir donner d'autres causes, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc là, il faut vraiment que le préfet nous donne des gages de transparence et montrer qu'il est bien, qu'on a bien l'intention de surveiller ces endroits, parce que ça veut dire que là, il y a des dangers pour les animaux sauvages, pour la biodiversité, pour les animaux domestiques, potentiellement pour les promeneurs. Donc il faut vraiment que toute la situation soit absolument éclaircie, et on soutiendra toutes les associations, bien sûr, lanceuses d'alerte là-dessus. Alors, il y a eu un effort de fait de la part du monde agricole pour essayer de diminuer les rejets qui favorisent justement l'apparition de ces algues vertes. Et pour autant, on a l'impression qu'il y en a toujours autant. Est-ce que le phénomène, aujourd'hui, on peut l'endiguer, on peut l'expliquer scientifiquement? J'imagine que les associations sont très intéressées par toutes ces investigations scientifiques. Ou est-ce qu'il va encore falloir faire des efforts, alors là encore, pour les agriculteurs, ou peut-être pour monsieur, madame, tout le monde, hein, qui met sa machine à laver en route et voilà, qui pollue aussi? Alors bon... la machine à laver, ça fait quand même une bonne trentaine d'années qu'on sait que la question, elle est pas là, que c'est... les nitrates, oui, voilà. Oui, je sais bien, Stéphane. Mais c'est bien de le redire, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on entend encore sur les stations d'épuration, tout ça. Non, les algues vertes, ça a été prouvé par l'Ifremer depuis bien longtemps. C'est à plus de 92%, je crois, des nitrates d'origine agricole. Donc on peut aller chercher des petites améliorations sur les 6-7% qui restent, mais le gros du travail, c'est les nitrates d'origine agricole. Je ne suis pas d'accord avec vos prémices en disant qui disent que des efforts ont été faits. Il y a eu des plans de lutte contre les algues vertes, ils sont systématiquement insuffisants, ils se concentrent uniquement sur essayer de limiter un petit peu les fuites d'azote, mais jamais sur la quantité d'azote qui est déposée en fait, sur l'ensemble des terres agricoles bretonnes. Et elle est là la difficulté. La difficulté, elle est très clairement dans la concentration du cheptel sur le sol breton. Tant qu'on n'ira pas vers l'idée d'élevage moins intensif, on n'a toujours pas de moratoire sur les extensions d'élevage en Bretagne. C'est sidérant. Sidérant. Vu l'état de nos plages, vu les objectifs qu'on a d'un point de vue climatique, il y a plusieurs années qu'on devrait se dire on arrête d'augmenter. C'est une demande que les écologistes font régulièrement, parce que là, si on commence pas, on laisse les agriculteurs se mettre dans des difficultés financières, parce qu'en fait, ils font des extensions d'élevage pour produire de manière de plus en plus intensive, alors que des normes environnementales, forcément, vont arriver soit sur la question des algues vertes, soit sur la question du climat, parce qu'il y aura un changement de politique européenne, et que tout ça... Et en fait, ils s'engagent dans le mur résolument. Et il est temps qu'on arrête ça. Donc, question économique, mais aussi question de coût. On parlait tout à l'heure, on évoquait plus ou moins le budget et des réductions budgétaires dans bien des domaines et ces économies à faire pour combler j'allais pas se dire le trou abyssal du déficit de la France. Avec néanmoins là aussi des conséquences. Comment continuer à enlever les algues vertes, à traiter le problème comme on peut, avec des coûts moindres, parce que finalement, s'il n'y a pas d'argent, le problème va rester en l'état. Non, mais c'est ça. De toute façon, le curatif coûte très cher et d'une efficacité limitée. Et c'est pour ça que nous, on est favorable à ce qu'on essaie de traiter d'abord les causes. Hein. C'est quand même... évidemment, ça va prendre du temps et il faudra bien avoir du ramassage d'algues vertes sur les plages en attendant. Mais on ne va pas investir toujours de plus en plus. Ouais, c'est comme sur la question des pesticides. On se retrouve à investir des sommes absolument colossales dans les stations d'épuration parce qu'on est obligé d'aller chercher de nouvelles molécules, de dépolluer à un niveau très très important. Au lieu d'essayer de travailler sur la source et la pollution agricole. C'est pas du tout pour stigmatiser les agriculteurs, mais il faut bien comprendre que ce qu'on fait au niveau du modèle agricole a des conséquences sur la qualité de l'eau, a des conséquences sur ce qu'on boit, a des conséquences sur les coûts publics. Donc, à un moment, il s'agirait d'avoir une politique économique, y compris au niveau européen, mais il y a des décisions qui peuvent se prendre localement aussi, qui viennent appuyer, soutenir les agriculteurs qui sont dans une démarche plus respectueuse de la nature, qui soient davantage en fait récompensés pour ça, hein, les paiements pour services environnementaux par exemple, on pourra aller plus loin dans cette direction-là, qui soient davantage récompensés pour ça, et qu'à un moment, s'il y a au contraire des gens qui ne font pas d'efforts et qui se comportent mal, ils aient à un moment à payer la pollution qu'ils produisent. Avec un effort qui est fait de la part... Alors,
beaucoup de jeunes agriculteurs aujourd'hui sont sensibilisés pour des raisons évidentes à la question environnementale avec le changement climatique, ne serait-ce que dans le choix des cultures. Aujourd'hui, on voit cette prise de conscience. Il y a aussi le fait de vouloir cultiver en circuit court, de vouloir peut-être changer ce fameux modèle agricole dont on parle depuis longtemps. Il est arrivé au bout d'ailleurs, ce modèle agricole. Il est arrivé au bout, non, je pense pas qu'il soit complètement arrivé au bout, mais ici il y a une histoire de transition nécessaire et qu'il va falloir accélérer. C'est-à-dire qu'on peut pas toujours repousser le moment où la transformation doit avoir lieu. On a des difficultés environnementales très concrètes, immédiates sur le terrain. On a derrière, il faut jamais l'oublier, la question du climat qui fait qu'on va pas pouvoir continuer avec... pour 2050, pour nous aligner sur les objectifs de l'accord de Paris, il va falloir diminuer la consommation de viande à un moment, donc il va falloir aussi diminuer la production de viande. Voilà. Il y a des enjeux comme ça qui doivent se faire évidemment progressivement. C'est très net, mais qu'il est largement temps d'enclencher. Quand je vous parlais tout à l'heure du moratoire sur l'extension d'élevage, alors il faudrait que ce soit maintenant. Ah, oui. L'Institut Copernicus qui donne chaque année ses chiffres en termes de réchauffement climatique donne pour cette année, enfin l'année écoulée en tout cas, des chiffres catastrophiques. On va largement dépasser les prévisions. On a l'impression là aussi d'une fuite en avant et voilà, on n'est pas optimiste parce que cet institut dit que si on continue comme ça, on ira beaucoup plus vite dans le réchauffement climatique que les prévisions les plus pessimistes ou les plus alarmistes des scientifiques. Vous étonnez, vous, Yann Hamon, qu'il n'y a pas une plus grande prise de conscience de la part des politiques et de façon transpartisane, là, puisque j'allais presque dire, permettez-moi le terme, il est un peu trivial, mais on est tous sur le même bateau. Ouais, parfois on n'a pas l'impression, vous voyez, on a cette question du climato-scepticisme et du fait finalement que le temps politique et le temps de l'écologie peut paraître parfois un petit peu dissocié. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures intelligentes maintenant qui vont pas donner de résultats visibles immédiats. Alors, il y a aussi des sujets sur lesquels, la qualité de l'eau, les algues vertes, il y a des sujets, l'amélioration de la santé avec le développement des pistes cyclables, par exemple. Il y a des choses, des résultats, des co-bénéfices qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus immédiats. Mais effectivement, sur le climat, ça demande un engagement très important, qui est absolument nécessaire. Parce qu'il s'agit quand même de préserver l'habitabilité de la planète pour les plus jeunes. C'est pas un petit sujet. On voit ce qui s'est passé à Valence. Ça, c'est un événement extrême quand le monde est à plus 1,3 degré. Et chaque dixième de degré rend les événements extrêmes plus intenses et plus fréquents. On le voit il faut bien mesurer ça. Les tornades aujourd'hui en France, oui. On en voyait quelques-unes, c'était exceptionnel. Il y a quelques années aujourd'hui, je ne vais pas dire que ça devient monnaie courante, mais on en voit souvent. Et là encore, les scientifiques prédisent des événements très violents dans les années à venir qui auront un coût. Et là aussi, il faut bien ramener à cette notion. Un dernier mot. Est-ce que les écologistes aujourd'hui sont plus écoutés? Est-ce qu'il est plus facile de discuter avec tout un chacun, peut-être aussi avec le monde agricole, qu'il y a quelques années? Est-ce que la prise de conscience a lieu? Je pense qu'il y a quand même des progrès, c'est-à-dire que le discours global est entendu. Maintenant, comme on rentre dans le dur des mesures à prendre vraiment, il y a aussi des sujets sur lesquels c'est pas très simple. C'est-à-dire que très souvent, j'avais déjà eu l'occasion de le dire à votre micro, tout le monde est d'accord sur le principe de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, mais par contre, si c'était plutôt le voisin qui pouvait faire des efforts que nous, ça fonctionnerait mieux. Les politiques font un peu ça, pointent dans d'autres directions. Quand on voit que notre gouvernement actuel, qui pourtant nous a fait, Emmanuel Macron, nous voulait rendre la planète plus belle, c'était quoi? Make our planet great again. Et qu'on n'arrive pas avec Great America. Et on n'arrive pas à trancher sur les jets privés, on n'arrive pas à passer l'autoroute à 110. Je veux dire, c'est quand même des petites mesures, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais on est là pour ça. Et vous viendrez en reparler, parce que évidemment le sujet n'est pas clos. Yann Hamon, co-secrétaire du groupe local Les Écologistes Baie de Saint-Brieuc, était avec nous ce matin. Je vous remercie. Il faut rester optimiste, évidemment. On essaye. De toute façon, c'est l'action qui permet d'avancer, qui permet donc. J'invite tous les gens qui sont un peu éco-anxieux, plutôt venez nous rejoindre. Et puis on va travailler ensemble pour améliorer la situation. En local, on travaille bien. Voilà, le message est passé. Merci infiniment. Très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.